Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour ce super titre. Enfin, je me remercie moi-même pour tout vous dire. Et surtout la tâche difficile de vous maintenir encore un petit quart d'heure éveillé avant la pause café. Tout d'abord, je me suis dit finalement, qu'est-ce qui vous intéresserait? Alors, on va parler d'autre chose que de stomie, en fait, vous allez voir. La question, c'est surtout qu'il faut se poser les bonnes questions. Alors là, c'est une étude extrêmement intéressante de la Deuxième Guerre mondiale, où ils se sont intéressés aux bombardiers américains qui ont combattu dans la guerre du Pacifique contre les chasseurs japonais. Et un groupe d'ingénieurs s'est posé la question, mais finalement, comment on peut faire mieux en termes d'aéronautique? Et ils ont revu chez les bombardiers américains tous les impacts de balles qui ont été retrouvés sur ces avions. Et la conclusion de cette magnifique étude, c'était qu'il faudrait idéalement augmenter le blindage des avions en arrière. Alors en réalité, heureusement, il y avait un ingénieur jeune et talentueux qui lui a dit, mais pas du tout, alors tout le monde s'est moqué de lui. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut augmenter le blindage à l'avant. Il avait raison. Pourquoi? Parce que chaque avion qui était touché à l'avant, il ne rentrait pas à la base et du coup, évidemment, il n'était pas dans l'étude. Eh bien, c'est la même chose là pour les stomies. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Alors la première bonne question, c'est qui suis-je? Est-ce que moi, je suis formé? Est-ce que je suis apte à vous parler des stomies? Alors ça, c'est mon arbre généalogique, ou plutôt l'arbre des connaissances médicales. Lorsqu'on est étudiant en médecine, on doit choisir une profession et vous voyez que le chirurgien se situe là. Alors quelqu'un qui est plutôt sain mentalement, qui travaille beaucoup, qui est méchant de base et qui, pour la chirurgie générale, n'est pas finalement très doué, ça c'est moi. Alors ne vous moquez pas trop parce que les généralistes, vous êtes là, vous êtes gentils mais vous détestez les enfants et les oncologues, ils sont même pas dedans. Tout ça pour vous dire, je me sens assez libre de vous parler aujourd'hui des stomies. Pour vous dire déjà, mais finalement, qu'est-ce que c'est une stomie? Alors, vous le savez peut-être, ça vient du grec ancien, ça veut dire bouche. En réalité, c'est vrai qu'une stomie est un abouchement de l'intestin à la peau. Ça a été décrit d'un point de vue médical au début du XVIIIe siècle pour le traitement d'une imperforation anale chez un enfant donc qui ne pouvait pas déféquer. Et le chirurgien Littré, qui a laissé d'ailleurs son nom pour les hernies, a décrit cette première stomie. Alors, de votre point de vue, en général, une stomie, ça peut être comme ça. Donc, c'est une iléostomie terminale. Vous voyez que c'est une stomie qui a tendance à protruire un petit peu et qui est utile, et je vais revenir. Pourquoi? Ça peut se présenter comme ça, une stomie sur baguette, qu'on appellera latérale sur baguette, ou même une iléostomie sans forcément des baguettes, j'y reviendrai. Et voilà un petit peu à quoi ça représente pour vous dans votre quotidien une stomie. Alors à quoi ça sert? Et là je vais essayer de vous convaincre, je suis foncièrement persuadé que ça sauve des vies et que ça va améliorer la qualité de vie. Je vais essayer de vous convaincre sur ces quelques diapositives. Alors pourquoi? Et ça, on va pas trop en parler, mais clairement, ça peut être utile pour l'alimentation. Vous savez que des patients ne peuvent se nourrir et pour éviter d'avoir recours à la nutrition par la veine, on peut avoir recours aux gastrostomie, aux jéjunostomie, mais ça, c'est un chapitre dont je ne vais pas tellement parler. Moi, je vais me focaliser plutôt sur les stomies plus basses, qui peuvent être là pour décomprimer en cas d'occlusion, qu'elles soient malignes ou bénignes par ailleurs. Elles peuvent être là pour dériver les selles dans certains cas, notamment dans certains cas oncologiques, on ne peut pas faire autrement, dans certains cas de maladies inflammatoires, dans des reprises chirurgicales, dans des urgences, mais également de protection lorsqu'on fait une suture qu'on dit à risque. Alors, je vous ai parlé de la qualité de vie et en réalité, souvent les patients qui sont face à vous, ils vont vous donner une image du miroir. La pomme, elle est toute jolie, mais en réalité, ce qu'ils vivent au quotidien est beaucoup moins drôle. Alors, la qualité de vie d'un patient stomisé, elle dépend de nombreux facteurs. Je crois qu'il faut être clair. L'indication à la stomie, c'est clair, si vous faites une stomie chez un patient qui est complètement incontinent, il va vous remercier car sa vie va se transformer. La localisation, il faut la mettre au bon endroit et c'est pour ça que ce n'est pas un travail qu'on fait seul. Des symptômes préopératoires, je vous ai dit, notamment les incontinences, et ça c'est une très bonne indication à la stomie. L'aspect culturel, on sait qu'il y a un gradient du nord au sud de l'Europe notamment, un gradient de tolérabilité et d'acceptation de la stomie qui va décrescendo en allant vers le sud. Du vécu du patient, ses antécédents, sa famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont une stomie, est-ce que ça s'est bien ou mal passé? Tout ça va déterminer réellement la qualité de vie des patients. En réalité, il y a une étude récente, et puis Frédéric vous en a parlé par rapport au syndrome post-résection antérieure basse, qui montre que pour des résections très basses situées, pour des anastomoses proches de l'anus, en réalité, la qualité de vie est la même entre une stomie et une anastomose très basse.
Et d'ailleurs, il vous l'a montré qu'un patient sur 5, à peu près, un patient sur 4, va finir avec une stomie car sa qualité de vie sera trop mauvaise. D'ailleurs, une colostomie est mieux qu'une iléostomie, ça tombe sous le sens. Une colostomie va donner des selles la plupart du temps formées, alors qu'une iléostomie donne des selles très liquides, un jus qui est d'ailleurs très abrasif pour la peau. Et je reviens sur le concept d'avant, d'avoir une bonne colostomie, ce sera mieux qu'une mauvaise suture trop basse. Donc ce qu'on appelle les stomies périnéales, les gens qui vont devoir porter des couches, clairement, ces gens-là seront mieux avec une stomie. Alors quand la faire? Quand il n'y a pas le choix. On ne se réveille pas le matin en disant qui c'est qu'on va stomiser, on va choisir les patients chez qui on estime qu'il faut le faire. Protéger une anastomose à risque, et ça je vous l'ai mentionné tout à l'heure, notamment en cas de cancer du rectum, et on se base notamment sur cette étude randomisée contrôlée, parce qu'il y a un petit peu d'évidence dans ce domaine, qui a montré que de faire une iléostomie de protection, donc de protéger une suture très bas située, on va diminuer de 3 fois le risque de fuite anastomotique. Dans le groupe sans stomie, on est à 30% plus ou moins de fuite anastomotique, dans le groupe avec stomie à 10%. Alors, ce n'est pas juste un problème de fuite. La fuite entraîne des complications locales, des mauvaises fonctions, de la récidive et même la mort. C'est les complications très importantes de cette chirurgie. Donc, réellement, l'iléostomie fait partie de notre arsenal pour protéger une suture. On peut, dans certains cas, être dans une situation où on ne peut pas proposer une suture tout de suite, notamment des patients très dénutris. Et ça, c'est l'exemple d'une colectomie totale chez un patient qui avait une rectocolite hémorragique, qui a été effectué en Angleterre à l'époque, par orifice unique. Et vous voyez que le patient il se réveille avec une seule chose, si on peut dire la stomie, tout le reste a été fait par là, chez un patient qui n'est pas en état à l'heure actuelle d'avoir une suture. Dans un deuxième temps, quand il aura récupéré, on peut lui proposer soit de rétablir la continuité directement, soit de faire une poche en J. Dans certaines catastrophes abdominales, ça, c'est des exemples de fistules extrêmement complexes, entérocutanées. C'est un enfer pour tout le monde, pour le patient en premier lieu. Et clairement, une stomie permet de passer le cap qu'on est dans une situation comme ça ou dans des complications chirurgicales qui malheureusement arrivent de temps à autre. Dans les lésions occlusives, je vous ai mentionné, pour décomprimer, pour faire une espèce de pont avant une chirurgie définitive, ou pour dériver les selles dans certaines indications. C'est un exemple de traumatisme de la route avec une avulsion complète du canal anal. Et clairement, ce patient, il est incontinent. Les selles vont aller se diriger dans le sous-cutané, dans le périnée. C'est un patient qui nécessite une stomie qui va, à ce moment-là, lui sauver la vie réellement. Et dans un deuxième temps, on peut réfléchir des reconstructions, des aides, etc. En cas d'incontinence, je l'ai mentionné, en cas de fistule recto-vaginale, par exemple, la stomie est une aide indispensable au patient. Alors on dit toujours qu'elle est temporaire. Est-ce que notre nez s'allonge comme Pinocchio? Idéalement, entre 6 et 12 semaines, on garde une stomie. On a la politique ici d'être plutôt autour des 12 semaines. Il faut l'intégrer dans le plan oncologique. Thibaut nous a montré que les chimios post-opératoires, c'est entre 3 et 6 mois. Si on fait 3 mois de chimiothérapie, il faut se laisser le temps après avant de rétablir le patient. Donc la stomie s'intègre dans ce plan-là. Une étude extrêmement intéressante a comparé une fermeture primaire rapide, c'est-à-dire à 1 semaine de la chirurgie, comparée à une fermeture classique à 6 à 12 semaines. Alors, il y a une étude randomisée, et là, je vous montre, c'est la méta-analyse. Globalement, pas de différence en termes de complications, un peu plus de problèmes locaux dans le groupe qui a été fermé à 1 semaine, pas en lien avec la stomie, évidemment, parce qu'ils n'ont plus de stomie, moins de problèmes d'occlusion. Par contre, ça pose des problèmes de logistique qui sont importants. Il faut imaginer que si vous faites une opération le mardi d'une semaine A, la semaine B, le mardi ou le mercredi de la deuxième semaine, il faudra envisager cette chirurgie qui peut-être ne se fera pas s'il y a une complication. Donc c'est vrai que logistiquement parlant, c'est un petit peu plus compliqué. Le Hartmann, qui est une opération qu'on fait régulièrement en urgence, qui consiste à enlever la partie malade du gros intestin et à monter à la peau le côlon la plupart du temps. On a publié il y a quelques années et revu nos données et on a remarqué qu'en fait, jusqu'à 1 patient sur 2 ne sera pas rétabli. Pour toute une série de raisons, des patients qui ne veulent pas, des patients malheureusement qui sont décédés, des patients avec complications, etc. Donc il faut bien conseiller les patients et c'est vrai que le Hartmann, qui est une opération qu'on fait quand même régulièrement, peut être génératrice de stomies qui seront définitives. D'ailleurs, il y a des cas où les stomies sont définitives. Un patient qui a une incontinence fécale préopératoire, à mon avis, c'est une faute médicale de le rétablir. Pourquoi? Sa qualité de vie va être tellement misérable qu'on ne peut pas se permettre de faire ça.
Il y a des patients qui ne sont pas opérables, évidemment. Il y a des patients qui ne souhaitent pas être rétablis. Et j'ai l'exemple en tête d'un archéologue qui allait toujours en mission en Égypte et qui a eu sa vie transformée avec une stomie, mais transformée positivement, car il ne souffrait plus de touristage chaque fois qu'il allait là-bas, et ce qui lui rendait la vie plus simple. Alors évidemment, tout le monde n'est pas Indiana Jones, mais il y a des patients qui préfèrent garder une stomie à long terme, qui y voient finalement des avantages. Les situations palliatives, c'est quand même un grand pourvoyeur de stomie, et les patients qui ont eu une amputation amino-périnéale, évidemment, ils auront une stomie définitive. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Un exemple concret, c'est l'occlusion, l'iléus post-opératoire, c'est une stomie qui est trop serrée, avec des fois des torsions. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ça se résout tout seul, avec la mise en place d'une sonde à l'intérieur de la stomie. La nécrose est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement. Alors la plupart du temps, heureusement, c'est une nécrose qui est très superficielle, uniquement de la muqueuse qui va bien récupérer, parfois en se rétrécissant un petit peu, mais parfois c'est une nécrose complète de la paroi, et là, c'est des patients qu'il faut réopérer. La désinsertion, donc la stomie qui a tendance à afficher le camp au fond du ventre, alors c'est extrêmement rare d'avoir une stomie qui se retrouve dans le ventre. Ce qui est plus fréquent, c'est d'avoir une désunion comme vous avez là. Et là, clairement, c'est grâce à la salle de traitement qu'on a la chance d'avoir ici des infirmières de salle de traitement, les stomathérapeutes qui nous sauvent de ces situations, qui sauvent les patients en réalité, et également dans des situations comme celui-là avec les abcès, où vous imaginez bien qu'il faut un travail majeur de soins locaux pour passer ces situations-là. Et étonnamment, la plupart du temps, on s'en sort. Ce qui arrive régulièrement, c'est les hernies parastomiales. Alors, elle peut être clinique, c'est finalement la stomie qui est un petit peu gonflée, comme vous voyez là, ou radiologique, comme vous voyez sur cette image, avec de l'intestin qui est venu se glisser le long de la stomie. Une étude récente, une méta-analyse, retrouvait pratiquement 2 patients sur 3 qui présentent une hernie parastomiale après avoir réalisé une stomie. Donc, c'est un problème très fréquent, très certainement sous-estimé, qui est souvent asymptomatique, et quand ils sont asymptomatiques, les gens, il faut les laisser tranquilles. Nous, on peut, lorsqu'il s'agit d'une stomie définitive, proposer prophylactiquement de mettre un filet pour éviter les hernies, ou on peut les opérer, je vais vous passer les détails, mais par différentes techniques, pour aller éviter à ce que la hernie revienne. Le prolapsus, et ça c'est un problème que les patients présentent régulièrement et qui les choque beaucoup, qui les gêne, qui leur font peur. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un gros souci avec même une dizaine de centimètres d'intestin qui sort, hormis le côté esthétique, je vous l'accorde. Les urgences étant que si cette partie-là se nécrose, si elle saigne, si elle s'occlue, la plupart du temps c'est associé à une hernie parastomiale d'ailleurs qu'on peut régler dans le même temps opératoire. Les complications cutanées, alors là, ça peut être en lien avec la maladie elle-même. Là, c'est un exemple d'une maladie de Crohn avec un pyoderma. Ça peut être aussi en lien avec l'appareillage. Et là, clairement, nous, on est très petits, les chirurgiens. C'est grâce à cette équipe multidisciplinaire qui nous entoure qu'on peut en venir à bout et qui vont sauver les patients. Vous voyez que pour les iléostomies, elles sortent toujours un petit peu. Elles sortent de quelques centimètres par rapport à la peau. Et ça, on le doit au chirurgien anglais, le docteur Brooks, qui a changé la vie de millions de patients stomisés. À l'époque, les stomies étaient à ras de la peau et les gens vivaient un enfer avec les iléostomies car le suc digestif digérait à proprement parler la peau et rendait une qualité de vie misérable. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle technique, elle date du siècle passé, ça permet de beaucoup mieux et plus facilement appareiller les stomies. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous voyez plus souvent en fonction de votre profession, mais je pense surtout aux généralistes et aux internistes. C'est des patients qui viennent en insuffisance rénale avec des troubles électrolytiques pour ce qu'on appelle une stomie à haut débit. Alors évidemment, plus la stomie est proche de la bouche, plus la quantité de liquide qui va sortir peut être importante. On estime qu'à partir de 1 litre par 24 heures de débit stomial, on s'expose à des risques. La première technique, c'est de réhydrater les gens, j'insiste, par la veine, de corriger les troubles électrolytiques, et surtout d'éviter de hyperstimuler les patients à boire. La première, intentionnellement, on dit aux patients, buvez plus, vous allez vous réhydrater. La réponse, elle est non. D'augmenter ce que vous buvez par la bouche va augmenter le débit de la stomie et va péjorer l'insuffisance rénale, péjorer les troubles électrolytiques. Donc en réalité, à part la réhydratation intraveineuse, il faut restreindre les patients à boire. Pas plus de 1 litre, éventuellement avec des solutions isotoniques. On peut améliorer la nutrition. On a remarqué qu'en donnant des petits beurres, les biscuits secs de l'armée, les tsui-bak, les petits tucs qui sont riches en sel, les bonbons qui contiennent de la gélatine, les marshmallows, tout ça va épaissir les selles. Pour une fois qu'on propose un truc sympa, on peut aussi associer des fibres. Le métamucil, c'est l'exemple principal. Alors je crois qu'il est en rupture de stock à l'heure actuelle, c'est difficile d'en trouver, mais il y a le petit fibre qui fonctionne la même chose. Pas avec beaucoup d'eau, uniquement avec un yogourt. Les freinateurs, l'imodium, codéine, ça marche bien.
les diminutions de sécrétion gastrique, augmenter les inhibiteurs de la pompe à protons qui vont diminuer les sucs gastriques, éventuellement la sandostatine, mais surtout avoir une réflexion, est-ce que cette stomie, on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin encore? Est-ce qu'on peut la fermer? Est-ce qu'on peut opérer les gens, à part les tucs et les petits beurres? Donc évidemment, il faut se poser cette question devant toute stomie à haut débit. C'est un travail d'équipe, je me répète, que ce soit avec nos collègues stomathérapeutes en ambulatoire, avec la salle de traitement qui nous sauve de situations difficiles, qui vont être là pour nous aider pour le marquage. Une stomie, ça se marque en préopératoire. Il y a des situations où on ne peut pas, en urgence, mais pour tous les cas électifs, ces patients doivent avoir vu une stomathérapeute ou un stomathérapeute qui va choisir le meilleur endroit pour le patient. C'est individuel, ce n'est pas pour tous les patients la même chose. Ça dépend de la façon de s'habiller, ça dépend de la forme du ventre, ça dépend où il y a les plis. Une stomie mise dans un pli, c'est la catastrophe assurée, donc c'est quelque chose à voir dès le départ. Ces dames et ces messieurs, par ailleurs, vont être là pour donner des conseils, donner du temps, faire le suivi. C'est un exemple de nos collègues stomathérapeutes, photo toute récente. Traiter les complications, aider dans les groupes de soutien. Clairement, il ne faut plus voir le chirurgien comme un être seul qui décide de tout pour les stomies. C'est qu'un maillon parmi tant d'autres dans la prise en charge. J'ai quasiment terminé parce qu'après la stomie, il y a une vie. Et je crois réellement que la seule limite que les patients se mettent, c'est ce qu'eux ne se sentent pas capables de faire. Car la limite, c'est le ciel. On peut tout faire avec une stomie. On peut se baigner, on peut aller à la piscine, on peut aller au lac, on peut avoir une vie sexuelle, on peut avoir tout, sous réserve de ne pas se limiter. Et je crois que la blogueuse, c'est une mannequin anglaise qui a une maladie de Crohn, a fait énormément de bien à la cause des stomisés pour montrer que c'est possible de se montrer sexy, d'avoir malgré tout de la possibilité de vivre, de continuer à vivre, avec des conseils spécialisés. Les gens, ils en ont besoin. Il y a de la lingerie spécialisée qui existe pour les stomisés. C'est quelque chose qui a de la peine à vraiment percer chez nous, mais qui est très développé dans les pays anglo-saxons. On l'a mentionné tout à l'heure, l'irrigation colique, vider une stomie pendant 48 heures, plus de sel, avec un bouchon stomial qui permet d'aller dans le lac, à la piscine, vaquer à ses occupations. De nouveau, je crois que je resterai à vous dire, vous avez compris, ce n'est pas une décision facile de faire une stomie, mais c'est des fois une décision nécessaire. Il faut s'y préparer, alors je ne parle pas forcément de l'urgence, mais pour les cas électifs, ça nécessite plusieurs entretiens, ça nécessite des entretiens avec les stomathérapeutes. Vous avez compris que le suivi, le côté multidisciplinaire, il est essentiel. Alors Mars bleu, voilà, en bleu. Et pour moi, c'est probablement une de mes dernières présentations ici au HUG. Donc c'est une connotation un petit peu spéciale. Et je vous remercie pour votre attention.